Bonjour à tous et bienvenue dans Parcours mathématiques, le podcast qui donne la parole aux personnes travaillant autour des mathématiques. Je suis très heureuse de vous partager l'épisode de cette semaine. Aujourd'hui, j'accueille Nalini Anantaraman, mathématicienne à l'Université de Strasbourg et membre de l'Académie des sciences. On peut dire qu'elle est presque une exception dans son domaine au vu du faible nombre de femmes mathématiciennes. Nous avons discuté de son parcours, de ses projets personnels et professionnels, ainsi que de la liberté et de la diversité du métier de mathématicienne. Nous avons aussi partagé nos réflexions autour d'un sujet complexe, la place des femmes en mathématiques, en évoquant les difficultés des femmes à s'orienter vers les mathématiques, les problèmes de représentation, de l'entourage, ainsi que les différences entre les étudiants et étudiantes entre autres. Enfin, elle nous partagera aussi quelques conseils et anecdotes personnelles. J'espère que cette discussion vous plaira et vous inspirera. N'hésitez pas à laisser un commentaire et à vous abonner pour soutenir le podcast. Cela fait toute la différence. Je vous laisse maintenant rejoindre ma conversation avec Nalini Anantaraman. Bonne écoute! Bonjour Madame Anantaraman et bienvenue sur le podcast. Pour commencer, je vais vous demander de vous présenter de la manière que vous le souhaitez. Bonjour et merci de m'avoir invité aujourd'hui. Je m'appelle Nalini Anantaraman, j'ai 45 ans. Je suis mathématicienne, je suis professeure à l'université de Strasbourg et en fait j'ai fait des études de mathématiques assez classiques. Enfin, je suis passée par l'école normale supérieure et j'ai fait une thèse en mathématiques avant de devenir enseignant-chercheur à l'université. Et j'aimerais bien vous demander de peut-être préciser un petit peu plus votre parcours, si vous souhaitez. En fait j'ai grandi à Orléans, dans la banlieue d'Orléans, où je suis restée jusqu'au bac. Et ensuite, j'ai demandé à mes parents s'ils étaient d'accord pour que j'aille faire une classe préparatoire à Paris. Et suite à ces 2 années de classe préparatoire, donc je suis rentrée à l'école normale supérieure, qui est une grande école qui prépare au métier de la recherche et de l'enseignement essentiellement. Et au début, j'hésitais entre les mathématiques et la physique, donc en licence, j'ai suivi les 2 disciplines. Puis j'ai décidé que je préférais vraiment les maths, et donc à partir de ce qui s'appelait la maîtrise à cette époque, j'ai fait uniquement des mathématiques. Et ensuite, je me suis inscrite en thèse, j'ai fait ma thèse à Paris. Et après ma thèse, j'ai eu la chance d'avoir immédiatement un poste de maître de conférence, donc pour enseigner à l'école normale supérieure de Lyon. Et après, j'ai déménagé finalement assez souvent, puisqu'après Lyon, je suis allée travailler à l'école polytechnique, où j'ai été chargée de recherche au CNRS pendant 3 ans. Puis je suis devenue professeure à l'université d'Orsay et je suis à Strasbourg depuis 7 ans maintenant. D'accord, un parcours bien rempli. Et est-ce que vous pouvez nous expliquer dans quelle mesure vos études ont-elles été déterminantes dans la suite de votre parcours ? En fait, pour être chercheur, c'est quasiment le passage obligé, c'est vraiment la thèse. Donc il faut faire une thèse, donc il faut soit faire des études universitaires. Une thèse, en principe, ça se prépare à l'université, où on peut rejoindre une thèse depuis une grande école, mais l'école normale supérieure, c'est vraiment la voie la plus naturelle. Après, les autres grandes écoles, ou les écoles d'ingénieurs, préparent peut-être moins à la thèse, mais j'ai quand même de nombreux exemples en tête de personnes qui ont fait des études d'ingénieurs et qui ensuite sont devenus chercheurs. Mais disons que la thèse, c'est vraiment le diplôme pour devenir chercheur ensuite. Donc pour toutes les personnes qui voudraient être chercheurs, la thèse, c'est vraiment un passage obligé. Donc maintenant, j'aimerais bien qu'on vienne un petit peu plus à parler de mathématiques. J'aimerais savoir comment vous en êtes venu à vous intéresser aux mathématiques. Alors en fait, j'ai grandi dans une famille de mathématiciens. Mes 2 parents sont mathématiciens. Après, mon père, assez tôt, s'est intéressé à l'informatique. Donc il s'est mis à faire de l'informatique théorique au lieu de faire des maths. Mais en fait, déjà, je savais qu'on pouvait devenir mathématicien, alors que beaucoup de personnes en fait ne le savent pas, ne pensent pas que c'est un métier qui existe. Et puis, je peux pas dire que mes parents m'aient vraiment beaucoup parlé de mathématiques à la maison, mais il y avait quand même un environnement scientifique et mathématique. Je voyais de temps en temps des brouillons qui traînaient, des magazines de mathématiques. Alors je les feuilletais, je regardais les images, donc c'était quelque chose qui était dans la famille. Et puis après, dans mes études, c'était une de mes matières préférées. En fait, mes matières préférées, c'était les matières scientifiques, mathématiques, physique et biologie. Et j'aimais bien les 3. C'est un peu plus tard que j'ai choisi. Donc on peut dire que depuis toujours, vous avez baigné avec des mathématiques. Donc je pense que ça ce qui vous a aussi influencé à en faire, parce que
vous avez pu l'imaginer, que c'était possible? En fait, voilà, beaucoup de personnes pensent sont surpris, en fait, d'entendre dire qu'il existe encore de la recherche en mathématiques, parce que beaucoup de personnes pensent que ça s'est arrêté, certaines personnes pensent que c'est dès l'Antiquité, ou d'autres personnes pensent que c'est peut-être au 19e siècle qu'on s'est arrêté de découvrir des nouvelles choses en mathématiques. Non, moi je savais que il y avait toujours des découvertes, parce que je voyais ma mère en particulier qui me disait qu'elle essayait de démontrer des théorèmes, donc je savais que ça existait, et puis voilà, donc déjà j'avais peut-être cet avantage sur les autres, et ça me plaisait, donc j'ai pas souvenir d'un moment où je me suis dit, dans mes années de collège ou de lycée, je me suis pas dit que je voulais forcément devenir mathématicienne, mais je pensais que ça serait probablement un métier scientifique, disons. D'accord. Donc en fait, c'est un cheminement qui s'est fait plutôt tout au long du temps, et voilà. Et du coup, comment vous avez su que vous souhaitiez faire des mathématiques? Parce que là, vous nous avez dit qu'en fait, il n'y avait pas forcément de moment précis, mais est-ce qu'il y a un moment plus particulier où vous vous êtes dit, vraiment, c'est ça que je veux faire, ou est-ce que c'est venu au fur et à mesure? Donc, disons, j'ai quand même hésité. Alors, j'ai hésité entre faire de la musique ou des études scientifiques, puisque je jouais du piano et de la flûte traversière, et ma professeure de piano m'encourageait beaucoup à continuer dans cette voie. Et ça n'a pas été un choix très facile, hein. Après, j'avais une idée assez précise de ce qu'étaient les études scientifiques et ce qu'était un métier scientifique, alors que finalement, une carrière de musicien, ça restait assez vague. Après, donc j'ai décidé de m'inscrire en classe préparatoire. Bon, ça a été quand même un petit peu difficile, hein, de choisir entre ça et la musique. Après, quand j'ai commencé ma licence, donc j'hésitais entre maths et physique. Et peut-être ce qui m'a vraiment décidé pour les maths, c'est de faire un stage en laboratoire, un stage expérimental en physique. Et en fait, j'ai vu que le côté vraiment un petit peu bricolage, l'aspect concret me plaisait un petit peu moins, et je préférais quand même rester dans des côtés plus abstraits. Et donc c'est à la fin de la première année de l'école normale supérieure que j'ai vraiment décidé que ça serait les mathématiques. Du coup, j'allais vous demander si vous aviez envisagé d'autres études ou d'autres métiers. Je pense que vous avez déjà répondu à la question. Du coup, c'est vrai que la musique, c'est vrai que c'est assez éloigné quand même des mathématiques au final. Mais des fois, je trouve que ça se rejoint un petit peu, ça dépend. Certains aspects, peut-être que étaient communs aux deux, je sais pas ce que vous en pensez. Moi, j'ai constaté que beaucoup de mathématiciens jouent de la musique. Et après, on dit que dans les deux cas, on a affaire à un langage abstrait, on exprime des choses, mais avec un langage qui n'est pas celui de la vie de tous les jours. Donc ça, c'est un point commun. Dans les deux aussi, il y a le goût du travail. Je pense quand même que, pour moi, c'est quand même deux choses assez différentes. En particulier, j'ai jamais eu envie de faire des mathématiques liées à la musique, comme certaines personnes font. J'ai toujours quand même voulu que ça reste deux choses bien distinctes. Oui, j'ai déjà vu que c'est vrai qu'il y a des gens qui font de la recherche, qui lient mathématiques et musique. Et moi-même qui fais de la musique, j'ai du mal à accrocher. Même si je trouve qu'il y a peut-être des similarités, dans le sens que la musique, c'est quand même, faut une certaine rigueur, une certaine précision que je retrouve un petit peu en mathématiques. Je trouve que c'est quand même différent. Après, moi, je sais que j'ai un petit peu de mal à m'exprimer avec les mots, et que je me dis, c'est peut-être pour ça que je me plais à la fois dans les mathématiques et dans la musique. C'est vrai que, je sais plus qui disait ça, mais il y a quelqu'un qui disait que la musique commençait là où les mots s'arrêtent. Et c'est vrai que ça permet, je pense, aussi d'exprimer certaines choses qu'on ne peut pas exprimer avec des mots. Donc maintenant, nous allons revenir un petit peu plus aux mathématiques. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que vous faites en mathématiques et quelle utilité cela a-t-il? Alors oui, je peux essayer d'expliquer. Donc pendant ma thèse, j'ai travaillé sur ce qui s'appelle les systèmes dynamiques chaotiques. Un système dynamique, c'est un système qui évolue dans le temps. Donc c'est souvent inspiré de la physique, hein. Les systèmes dynamiques les plus étudiés, ça a été par exemple le mouvement des planètes dans le système solaire. En fait, tout système qui évolue dans le temps et qui est régi par des équations différentielles rentre dans le cadre des systèmes dynamiques. Et on va dire qu'il est chaotique si son évolution présente des aspects imprévisibles et aléatoires. C'est-à-dire qu'il se peut que, même si les équations d'évolution dans le temps sont complètement déterministes, donc c'est-à-dire qu'en principe, on devrait pouvoir, à partir des conditions à un instant T, on devrait pouvoir prédire toute l'évolution dans le futur. En fait, pour certains systèmes, il se peut qu'il y ait une telle imprévisibilité que l'évolution paraît presque aléatoire.
Et en fait, c'est une notion qui est née dans les travaux d'Henri Poincaré à la fin du 19e siècle. Il a essayé de démontrer rigoureusement que le mouvement des planètes dans le système solaire était presque périodique, enfin très prévisible sur des très grandes échelles de temps. Il a essayé de trouver une démonstration mathématique de cette propriété. Et au contraire, en fait, il a démontré le contraire, que pour certaines conditions initiales dans les planètes, il peut y avoir des évolutions complètement imprévisibles. C'était vraiment une grosse surprise. Et c'est ça qui a donné lieu à la théorie des systèmes dynamiques chaotiques. C'est ensuite les concepts ensuite ont été développés tout au long du XXe siècle, et c'est encore une théorie qui continue à s'enrichir. Et donc en fait, ce qui se passe, c'est que même si on part de deux conditions initiales très légèrement distinctes, les trajectoires vont commencer à diverger, et les deux conditions initiales, au bout d'un grand temps, vont avoir des destins quasiment indépendants. Donc ça, c'était mon domaine de thèse, et par la suite, en fait, c'était un peu en discutant avec des chercheurs plus âgés, j'ai eu envie de voir si mes connaissances dans ce domaine pouvaient aussi s'appliquer dans le domaine de la propagation des ondes. C'est-à-dire que expérimentalement, on voit que dans certains cas, quand on laisse des ondes se propager, alors il s'agit plus d'équations différentielles, comme vous le savez, il s'agit d'équations dérivées partielles. Et donc ça ne rentre plus dans le cadre de la théorie du chaos, mais on peut quand même observer dans certaines conditions expérimentalement que l'évolution des ondes peut avoir un aspect aléatoire. Et donc on peut se demander si certaines notions de la théorie du chaos peuvent servir à expliquer ça. Donc j'ai eu envie de travailler là-dessus, et donc depuis une quinzaine d'années maintenant, c'est mon thème de recherche. Alors ça s'appelle le chaos quantique, ce qui est un thème un petit peu accrocheur. Et le mot quantique vient du fait que, en mécanique quantique en particulier, on remplace les particules par des ondes. Mais disons que l'idée plus générale, c'est d'essayer de décrire le comportement chaotique qu'on peut observer dans certaines ondes. Et alors l'utilité, moi je travaille vraiment je fais des mathématiques fondamentales, ou qu'on appelle aussi mathématiques pures, c'est-à-dire je cherche pas d'application directe. Mais j'aime bien quand même dans mes sujets de recherche que j'ai gardé un goût pour la physique, donc ça m'aide quand même à me motiver de savoir qu'il y a un lien avec la physique, et que je peux éventuellement aller raconter ce que je fais à des physiciens. Mais je cherche pas forcément d'application directe. Je pense que c'est parce que j'ai pas été formée à ça. J'ai fait des études vraiment très axées sur les mathématiques pures. Après, finalement, en y réfléchissant, quand on parle d'application des mathématiques, je trouve que j'ai envie de les classer en 3 catégories. Il y a des applications vraiment utiles. Il y a des applications que je trouve un petit peu futiles, au contraire. Et puis il y a même des applications que je trouve peuvent être même nocives. Et c'est un peu indistinguable les trois. Donc moi, je ne culpabilise pas à l'idée que mes mathématiques soient pas directement appliquées. Après, c'est assez clair, quand je discute avec des physiciens, qu'il se pourrait très bien, lors d'une collaboration, que quelqu'un me dise qu'il a une idée d'une application d'un de mes théorèmes. Et j'aimerais bien revenir sur un point, parce que je suis pas sûre que tous nos auditeurs connaissent la différence justement entre les mathématiques fondamentales et appliquées. Est-ce que vous pouvez expliquer un petit peu plus la différence entre les deux ? Alors déjà, je dois dire, c'est une différence cette distinction est quand même assez récente, hein. Je pense que c'est, je dirais, dans les années 1950 qu'on a commencé vraiment à séparer les deux. Parce qu'avant, c'était les mêmes personnes c'était même les mêmes personnes qui faisaient de la physique, des mathématiques pures et des mathématiques fondamentales. Et il y avait pas, on a des gens comme Henri Poincaré, qui ont à la fois démontré des théorèmes de géométrie très très abstraits, et puis qui se sont intéressés à des problèmes d'ingénierie. Donc c'est après la Seconde Guerre mondiale, j'ai l'impression que ces deux notions sont séparées, et j'ai l'impression que c'était en partie une conséquence de l'utilisation des maths et de la physique pendant la guerre pour l'armement, pour faire la bombe. Il y a eu certains scientifiques qui ont eu envie de se dire que ils voulaient que leur recherche n'ait plus aucune application, justement à cause du fait que les applications sont pas toujours positives. Et puis il y a eu même il y a eu une séparation même un peu idéologique entre les deux. Il y avait certaines mathématiques qui étaient pour des applications directes et d'autres qui étaient très abstraites, et on ne mélangeait plus trop les deux. Actuellement dans mon laboratoire, alors c'est un laboratoire, c'est un point que je trouve très bien, c'est que c'est un laboratoire où les mathématiciens purs et appliqués sont ensemble, ce qui n'est pas toujours le cas, hein. C'est parfois deux laboratoires séparés. Donc nous on travaille dans le même laboratoire, on peut constater quand même qu'il y a des pratiques de travail assez différentes
Les mathématiciens appliqués, ils ont souvent des contrats avec des entreprises qui leur demandent de répondre à une question concrète, qui peuvent être soit d'écrire un code, de programmer, de les aider à écrire un programme, d'aider à modéliser. Par exemple, pour être plus concret, on a un collègue qui a un contrat avec une entreprise pour laquelle il modélise la propagation des rayonnements électromagnétiques dans le corps humain, dans le but de voir ce qui se passe quand on met un téléphone portable dans sa poche, par exemple. Donc en mathématiques appliquées, on essaye de répondre à des questions plus concrètes qui sont souvent posées par l'extérieur, donc pour aider des gens d'autres disciplines ou des entreprises à résoudre des problèmes. Et donc on a des échelles de temps plus courtes, puisque l'entreprise elle va vouloir avoir une réponse dans un certain délai. En mathématiques fondamentales, le but général, c'est plutôt d'essayer de démontrer des théorèmes, et on se fixe un peu soi-même ses objectifs. On décide vraiment soi-même ce qu'on estime être un théorème intéressant, important, et combien de temps on a envie de passer sur tel problème. Et en fait, actuellement, quand même, beaucoup de gens commencent à penser que c'est un peu dommage qu'il y ait une telle séparation entre deux manières de faire, et donc on essaye de plus en plus en particulier dans la formation des étudiants, de faire en sorte que les deux communautés se rejoignent un peu plus. Après, chez les mathématiciens appliqués, je pense qu'ils ont aussi une partie plus libre dans leur travail, peut-être je devrais le dire, où ils essayent eux-mêmes sans que ça émane d'une demande de l'extérieur, ils essayent eux-mêmes de développer des nouveaux algorithmes, des nouvelles techniques. Et pour ça, ils ont des échelles de temps plus longues, mais en parallèle avec ça, ils ont ces commandes, en quelque sorte, qui viennent de l'extérieur. Très bien. Et justement, selon vous, à quel point les mathématiques peuvent interagir avec justement d'autres domaines, d'autres disciplines ? Alors en fait, les mathématiques sont le domaine avec lequel elles sont le plus intimement liées, c'est vraiment la physique, parce que il y a vraiment une relation très intime entre les deux, parce que c'est deux sciences qui se sont vraiment développées ensemble. Il y avait, comme j'ai dit tout à l'heure, pendant longtemps, il n'y avait même pas vraiment de différence entre les mathématiciens et les physiciens. C'était les pères fondateurs comme Galilée, Newton, en fait, ils ont fait les deux. Et donc, ces deux sciences et c'est même assez troublant de voir à quel point la physique actuelle est complètement résumée en équations. Quand on fait de la physique, on écrit des équations, en fait. Après, il y a une partie aussi interprétation derrière, mais pour faire de la physique, il faut vraiment... on peut pas faire de physique sans faire de maths. Et inversement, alors, en mathématiques, on dit souvent que les physiciens nous donnent beaucoup d'inspiration pour savoir à quel problème on doit s'intéresser. Maintenant, dans la science actuelle, les mathématiques servent vraiment partout pour faire ce qui s'appelle la modélisation. Par exemple, en biologie, on peut avoir envie d'essayer d'écrire une équation qui va dire comment se multiplient les cellules ou comment une épidémie se propage. C'est pas tout à fait la même démarche, parce que on considère pas qu'il y a des lois de la biologie qui s'expriment sous forme d'équations mathématiques. Alors qu'en physique, on dit que les lois de l'univers s'expriment sous forme d'équations de mathématiques. En biologie, c'est plutôt une démarche de modélisation, c'est-à-dire que le mathématicien, à la demande du biologiste, va l'aider à reformuler son problème sous forme d'une équation, donc à simplifier son problème et à l'écrire sous forme d'une équation. Et puis ensuite, en la résolvant, ils vont essayer d'arriver ensemble à des conclusions. Il y a certains collègues qui pensent qu'il faudrait justement essayer de faire en sorte que à l'avenir, on ait vraiment des lois de la biologie qui s'expriment sous forme d'équations, mais c'est pas clair pour moi que ça soit un but à viser. Maintenant, donc les mathématiques, elles sont utilisées partout, en hydrologie, en géographie. Oui, c'est vrai que les mathématiques aujourd'hui servent vraiment dans beaucoup de domaines. C'est vrai que le lien le plus logique, c'est vrai que ça reste quand même la physique. Après, souvent quand même, quand un mathématicien et quelqu'un d'un autre domaine décident de travailler ensemble, c'est pas si facile que ça de communiquer. Mais c'est le fait d'essayer déjà de communiquer qui permet de faire avancer les choses. C'est-à-dire que le chercheur de l'autre domaine va devoir essayer d'expliquer son problème à un mathématicien. Donc forcément, il va devoir simplifier et se sélectionner certains aspects qu'il estime pouvoir être intéressants pour la modélisation mathématique. Et puis souvent pour le mathématicien, c'est pas évident de comprendre ce qui est attendu de lui, donc il y a tout un dialogue qui s'engage. Après, le mathématicien propose une équation, mais il se peut que la personne en face trouve que
l'équation ne répond pas à ses attentes. Donc il y a ce qui est déjà pas évident au départ, c'est d'établir le dialogue et déjà le fait d'essayer de confronter les deux points de vue, le point de vue vraiment de l'abstraction et le point de vue plus concret, c'est déjà souvent très fructueux. Que nous, souvent en mathématiques, on essaye de tout traduire en équations. Ça simplifie énormément les questions, mais ça permet aussi de voir des analogies, parce qu'on va voir qu'une équation qui est utilisée en biologie va ressembler à une autre équation qui est utilisée en physique. Et le fait d'avoir ces analogies, ça peut être très fécond. Très intéressant. Et je vous demandais, selon vous, à quoi servent les mathématiques? Vous avez peut-être déjà un petit peu répondu, mais je sais pas si vous voulez ajouter quelque chose. Juste de mon point de vue personnel, pour moi, les mathématiques, c'est plutôt une manière de regarder le monde, un point de vue sur le monde, de même que la poésie, c'est un point de vue sur le monde. Après, voilà, c'est devenu maintenant un lieu commun de dire qu'il y a des mathématiques partout. Enfin, dès qu'on utilise un gadget électronique, il y a des mathématiques derrière les algorithmes qui sont utilisés pour faire fonctionner la machine. Il y a des mathématiques dans le traitement de l'image, du signal. Dès qu'on ouvre un fichier, une image sous forme de fichier, derrière les techniques de compression d'image, il y a des mathématiques. En fait, dans toute la technologie actuelle, les mathématiques servent. C'est vrai que ça sert vraiment à beaucoup de choses. Et justement, qu'est-ce qui vous passionne le plus dans les mathématiques? Moi, ce que j'aime là dans les mathématiques, c'est la créativité. C'est le fait d'essayer d'explorer des pistes qui n'ont peut-être jamais été explorées avant. Je trouve aussi que c'est quelque chose qui me plaît, c'est que c'est un monde un peu protégé, au sens où il y a des règles du jeu très claires. Il y a pas d'injustice en mathématiques. On sait quelles sont les règles et tout le monde les respecte. Ou si quelqu'un les a pas respectées dans une démonstration, on peut le dire. Enfin, donc je trouve que ce côté un petit peu juste, enfin le fait qu'il y ait des règles logiques claires, c'est quelque chose que je trouve agréable. Et malgré tout, malgré ces règles qui à certaines personnes paraissent très strictes, ça permet une très grande créativité. Et ça permet d'aller du côté de l'abstraction la plus extrême ou du côté des applications. On peut faire de l'imagerie médicale et aider des médecins à diagnostiquer des maladies. Enfin, il y a une variété immense. Alors maintenant, j'aimerais bien que vous nous expliquiez en quoi consiste votre métier. Quelles sont les tâches que vous effectuez? Alors, quand on est professeur à l'université, en principe, les deux tâches principales, c'est l'enseignement et la recherche. Donc je donne un certain nombre d'heures de cours, qui peuvent être à partir de la licence jusqu'au master. Hein. Et puis on a aussi du temps pour faire de la recherche. Et c'est un temps qui est assez libre en fait en mathématiques, puisque contrairement aux sciences expérimentales où on est obligé d'aller dans un laboratoire et de respecter les horaires d'utilisation du matériel, en fait en mathématiques on est très libre de notre temps. La recherche en fait je la fais souvent aux horaires de bureau, mais je la fais aussi souvent le soir après manger ou même le week-end. C'est un point à la fois positif ou négatif. Et puis en plus de ces tâches, quand on est professeur, on a des responsabilités administratives qui peuvent être de différentes natures. Il y a certains professeurs qui s'occupent d'organiser les enseignements, vraiment d'organiser toute une filière, donc de décider l'emploi du temps et puis l'organisation du semestre, enfin des choses comme ça assez concrètes. Moi, je suis directrice de quelque chose qui s'appelait jusqu'à récemment le laboratoire d'excellence et qui maintenant, c'est une nouvelle structure créée par notre université à Strasbourg qui s'appelle Institut thématique interdisciplinaire. Enfin, c'est une manière de fonctionner qui a commencé en 2008-2009 où certains laboratoires en fait obtiennent des financements supplémentaires par rapport au financement récurrent des laboratoires et c'est des financements obtenus sur projet. Il faut toute une coordination pour décider ce qu'on va faire avec ces financements. Donc là, par exemple, dans notre nouvel institut, on a décidé d'essayer de faire plus de choses en commun avec les informaticiens et les astrophysiciens. Ça veut dire des recherches et puis aussi essayer de créer des séminaires et des cours pour les étudiants. Je sais pas si vous en avez entendu parler. Et donc ça demande des réunions, un peu de diplomatie. Ça prend selon les moments de l'année, parfois ça prend beaucoup de temps, et parfois ça en prend moins. Je passe aussi pas mal de temps à écrire des mails, ça c'est vraiment quelque chose que j'aime pas du tout, mais bon, il faut répondre à des courriers de diverses natures. Voilà, donc au travail, c'est essentiellement, c'est comme ça que se partage mon temps.
D'accord. Donc en fait, vous direz que votre travail du coup il se partage du coup entre les tâches administratives, de l'enseignement et de la recherche. Donc vous ne faites pas tout le temps de la recherche. Et justement, comment s'organisent vos journées ou vos semaines? Avez-vous une semaine type par exemple ou pas trop? En fait, ce qui est peut-être assez surprenant, mais mes semaines, elles sont assez différentes les unes des autres. Je dois dire aussi déjà que mon emploi du temps est quand même beaucoup plus structuré depuis que j'ai des enfants, puisque en général je commence ma journée à 8h30 et je la termine vers 17h, et puis souvent je retravaille quand même un petit peu après le repas du soir. Alors que avant d'avoir des enfants, en fait, c'était les cours, c'était bien sûr quelque chose de récurrent chaque semaine, mais le temps de recherche, je l'organisais vraiment très librement. Je pouvais très bien passer un week-end à travailler et ensuite le lundi sentir j'étais de toute façon fatiguée d'avoir trop travaillé le week-end et donc me dire que c'était pas forcément la peine de trop en faire le lundi et plutôt préparer mes cours ou même de me détendre un peu. Là maintenant, quand même, avec la vie familiale qui est rythmée par le rythme des enfants, c'est plus structuré. Alors la raison pour laquelle c'est quand même assez différent d'une semaine à l'autre, c'est d'une part les réunions qui sont pas toujours les mêmes, les réunions de travail avec les collaborateurs en recherche sont non plus pas tout le temps les mêmes. Après, ce que j'ai oublié de dire, c'est que, parce que j'ai oublié de le dire probablement à cause du Covid, c'est qu'on va aussi assez souvent à des conférences. Et donc, ça, c'est un côté agréable du métier, c'est qu'on voyage pour aller soit raconter, donner des exposés sur ce qu'on fait et écouter des exposés sur ce que les autres chercheurs ont fait. Et donc, quand il y a des conférences, ça modifie aussi pas mal l'emploi du temps. Puis enfin, depuis l'année dernière, en fait, j'ai été élue à l'Académie des Sciences, ce qui fait qu'en principe, je dois aller assez souvent le mardi à Paris pour assister aux réunions, sauf que c'est finalement hier la première fois que je l'ai fait en présentiel. Et bon, donc voilà, donc les semaines sont finalement pas du tout répétitives, je trouve. D'accord. Donc en fait, c'est assez différent et je dirais que vous êtes assez libre sur votre emploi du temps, vous n'avez pas forcément des horaires précis, vous pouvez organiser votre travail un petit peu de la manière dont vous le souhaitez. Vous avez peut-être quelques contraintes. En fait, la contrainte, ce sont les cours. Il faut qu'ils soient prêts, à temps, et il faut être là au moment de donner le cours. Ça, c'est sûr. Et du coup, vous nous avez dit que vous avez assisté à des conférences. Est-ce que vous travaillez plutôt seul, du coup, ou plutôt en équipe? Moi, mon naturel me pousse plutôt à travailler seul. J'aime bien, dans la première partie d'un projet, j'aime bien réfléchir toute seule. Et en fait, je me suis pas mal reconnue dans une citation de Steinbeck qui dit que, je sais plus la citation exacte, mais qui dit que les bonnes idées naissent dans la solitude. Moi, je trouve dans mon cas, ça s'applique vraiment beaucoup. Mais je me reproche quand même un petit peu de pas assez profiter du travail d'équipe, parce que j'ai tendance, en particulier quand je bloque sur un problème, j'ai tendance à attendre un petit peu trop longtemps avant d'essayer d'en parler aux autres. Et souvent, une fois que j'en ai parlé à des collègues, je me dis, mais en fait, j'ai été bête de pas en parler plus tôt. Donc un petit peu les deux, on peut dire, peut-être un petit peu plus seul. Après maintenant, j'encadre quand même régulièrement des doctorants, donc les doctorants, c'est quand même l'occasion de travailler à plusieurs, parce que on les guide dans leur recherche, mais on passe quand même du temps avec eux. Mais oui, ma nature me porte quand même plutôt à travailler ça. Et qu'est-ce que vous trouvez le plus enrichissant dans votre métier? Pourquoi aimez-vous vraiment votre métier? J'aime vraiment la liberté et les possibilités de créativité. Comme j'ai dit tout à l'heure, la sensation un peu d'explorer des nouvelles pistes. L'enseignement, en fait, c'est vraiment aussi quelque chose que j'aime. J'aime bien le contact avec les étudiants. Et puis, les encadrements de thèse, c'est quelque chose que je trouve vraiment très stimulant. Le fait de savoir qu'on a la responsabilité de montrer à un jeune ce que c'est d'être chercheur et à le guider pour qu'elle devienne au bout de 3 ans un chercheur accompli, je trouve que c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Ça va, vous aimez beaucoup autant la partie enseignement que recherche? Car c'est vrai qu'il y a certains professeurs qui préfèrent des fois l'un ou l'autre. En fait, souvent les professeurs qui disent qu'ils sont embêtés par l'enseignement, c'est parce qu'ils ont trop d'heures. Et donc ils ont l'impression que de ne plus arriver à trouver le temps pour faire de la recherche. Et c'est vrai que la recherche, c'est pas quelque chose qu'on peut faire juste une demi-journée par semaine, parce qu'en fait, si on a besoin de s'y mettre, c'est un peu comme la musique. Vous disiez que vous aviez fait de la musique, c'est vraiment bien si on peut faire de la recherche même un peu chaque jour, de sorte que les idées aient le temps de progresser, alors que si entre deux moments où on a le temps de faire de la recherche, il se passe une semaine ou 15 jours, en fait on a beaucoup oublié et on est obligé de recommencer des processus mentaux, je pense, qui sont restés en pause trop longtemps. Et il se trouve qu'en fait, de plus en plus dans les universités en France, on n'a pas tous la même quantité d'enseignement à faire. En théorie, on devrait tous l'avoir, mais les universités ont mis en place des mécanismes pour que les professeurs, disons,
qui ont reçu une certaine reconnaissance dans leur recherche fassent moins d'enseignement, qui fait, moi par exemple, j'ai beaucoup moins d'heures d'enseignement que d'autres collègues, et c'est ça qui me permet de dire aussi que j'apprécie, c'est que j'ai pas l'impression que ça m'empêche de faire de la recherche, au contraire, j'ai l'impression que ça me stimule. Mais c'est sûr que si j'étais dans la situation de certains collègues qui ont beaucoup trop d'heures, je trouverais aussi que l'enseignement est un frein à la recherche. D'accord, oui, c'est vrai que ça dépend un petit peu de la situation. Est-ce qu'il y a une chose que vous avez faite ou accomplie dont vous êtes particulièrement fier? En fait, je suis assez fière quand même du premier théorème que j'ai démontré après ma thèse. Enfin, une fois que j'étais déjà maître de conf. C'était un projet assez ambitieux. Ça m'a pris 2 ans de démontrer ce théorème. J'avais de la chance d'avoir déjà un poste permanent dont je pouvais me permettre cette liberté de rester vraiment 2 ans sur le même projet. Mais néanmoins, certains collègues plus âgés me conseillaient de ne pas faire que ça et de diversifier un petit peu mes projets, et même à un moment m'ont dit que je devrais peut-être laisser tomber ce projet parce que ça prenait trop longtemps. Et je me suis un peu entêtée et ça aboutit, et finalement c'est un théorème dont je suis très fière, donc ça c'est une de mes fiertés. Je suis aussi très fière de tous mes étudiants en thèse, parce que ils sont, à chaque fois quand on dirige un étudiant en thèse, enfin on met un certain temps à comprendre comment la personne fonctionne, et il y a des moments plus ou moins faciles, mais à la fin j'ai l'impression que j'ai toujours réussi à m'adapter à chacun et à l'aider à donner le meilleur de lui-même ou d'elle-même, et je suis très fière de tous mes étudiants. Et puis je suis assez contente aussi actuellement de mon travail comme directrice au laboratoire d'excellence, ou maintenant qui s'appelle Institut thématique interdisciplinaire. J'ai fait quand même un travail diplomatique assez important pour justement entre les maths pures et les mathématiques appliquées. Maintenant, en plus avec les informaticiens et les astrophysiciens, ça c'est quelque chose que j'aime assez en fait, d'essayer de mettre ensemble les gens à une même table et les faire se parler. Et pour l'instant, je suis contente de la manière dont ça se passe. C'est sûr que ça fait toujours du bien de justement réunir des gens qui auraient pas forcément parlé ensemble ou discuté ensemble sinon. Et à contrario, est-ce que vous avez des regrets concernant votre métier ou votre parcours? Pas vraiment. En tout cas, j'ai pas de regrets concernant la musique, là, dont on parlait tout à l'heure. Parfois, je me dis que parfois une chose qui me pèse dans les mathématiques, c'est quand même la difficulté à expliquer ce qu'on fait. Encore, moi, j'ai des parents mathématiciens, donc au moins je peux expliquer à mes parents ce que je fais, mais beaucoup de collègues ne peuvent même pas expliquer à leur famille ce qu'ils font comme métier. Enfin, c'est compliqué, mais bon, en fait, assez souvent, les gens essayent de demander ce qu'on fait, et puis dès qu'on commence à expliquer, on sent qu'ils décrochent et ils trouvent tout de suite que c'est trop abstrait, et ça, c'est quelque chose qui me plaît pas trop. Alors j'essaye de plus en plus de réfléchir à la manière dont il faut présenter les choses pour que les personnes comprennent un petit peu notre manière de travailler. Mais bon, c'est le côté abstrait, voilà, ça a un côté parfois qui me pèse un peu dans les interactions avec autrui. Et parfois, je me dis que peut-être si c'était à refaire des études de médecine, justement pour avoir un métier scientifique, mais plus lié à des questions concrètes. Si je devais refaire des études, ça serait peut-être des études de médecine. Mais bon, à l'époque, j'y ai vraiment pas du tout pensé, j'ai même pas envisagé une seule seconde de faire des études de médecine quand j'avais 18 ans. C'est vrai que les mathématiques, pour des personnes non expertes ou non spécialistes, les gens voient ça comme juste quelque chose de vraiment incompréhensible. Je trouve que la vulgarisation scientifique, ça semble simple à faire, mais en fait, c'est un travail vraiment très compliqué. De vulgariser, c'est pas facile du tout. Et est-ce que vous avez rencontré des obstacles dans votre parcours, et comment avez-vous réussi à les surmonter? J'ai rencontré des obstacles dans les mathématiques elles-mêmes, puisque en particulier en classe préparatoire, c'était difficile. Il y avait beaucoup de nouvelles notions à apprendre, il fallait un rythme de travail soutenu. Il y avait beaucoup de compétitions, et je trouvais que les notions abordées étaient difficiles. Donc, à un moment, d'un seul coup, il a fallu augmenter la quantité de travail. Donc voilà, j'ai rencontré des obstacles dans les mathématiques elles-mêmes, mais sinon, ma carrière a quand même avancé assez facilement. Donc voilà, j'ai eu de la chance, j'ai l'impression que les choses se sont passées assez facilement d'une manière générale. Tant mieux si tout s'est bien passé, c'est vrai que c'est bien. Et justement, vous parlez que des fois vous bloquez sur certaines questions. Qu'est-ce que vous faites concrètement quand vous bloquez sur une question mathématique, par exemple? Déjà, j'ai du mal à abandonner, ça c'est sûr. J'arrive pas à me dire à un moment cette question est vraiment trop dure pour moi et je vais abandonner. Au contraire, en fait, souvent plus une question résiste, plus je me dis que il faut absolument que j'arrive au moins à dire quelque chose, peut-être pas à résoudre la question telle qu'elle était posée au départ, mais à
à modifier la question pour quand même arriver à dire quelque chose. Et alors ça, je sais pas si c'est très bien, mais souvent ça, au bout d'un moment, ça devient un petit peu une obsession, et donc j'ai tendance à m'acharner, ce qui ça m'a permis de démontrer des théorèmes dont je suis fière. Je sais pas si je conseillerais forcément de faire ça. Peut-être des fois c'est un peu exagéré de passer plusieurs années sur la même question. Et c'est vrai aussi, voilà, j'attends à mon avis un peu trop longtemps avant d'aller en parler aux autres. C'est vrai que passer des années sur la même question, ça semble, je pense pour la plupart des personnes sur Terre, absolument énorme. Et du coup, j'aimerais bien en revenir un petit peu plus à vos débuts de carrière. Est-ce que vous avez réussi à prendre facilement vos marques dans le métier au début? Assez facilement. Bon, comme j'avais vu ma mère dans ce métier, en fait, je savais quand même, j'avais un peu les repères, je savais comment ça marchait. Après, j'ai quand même eu, comme je vous ai dit, cette période en tout début de carrière où j'ai essayé pendant 2 ans de démontrer un théorème et où j'avais pas forcément l'impression que les gens me faisaient tellement confiance que ça. Bon, je me suis dit que j'allais essayer de me faire confiance à moi-même pour essayer au moins d'avancer. Après, c'est vrai qu'au bout d'un moment, je me suis dit que j'allais peut-être pas arriver vraiment à faire ce que je voulais, mais au moins qu'il en ressorte quelque chose de bien. Et donc voilà, il y a eu quand même un moment où je sentais que voilà, les gens n'avaient pas comme j'étais une très jeune chercheuse, les gens n'avaient pas forcément confiance et c'était pas forcément facile à vivre. C'est vrai que quand on est au début, je pense que on se fait pas forcément confiance des fois, et même les gens nous font pas forcément confiance parce que ils nous reprochent peut-être aussi ce manque d'expérience et ils nous disent d'aller sur une voie, mais des fois si on pense que c'est la bonne voie, des fois il faut peut-être aussi continuer justement sur cette voie. Oui, mais après bon, comme ils ont plus d'expérience que nous, donc ils ont peut-être raison aussi de nous dire qu'il faut pas forcément trop s'acharner, il faut arriver à faire la part des choses. C'est le plus dur de trouver un juste milieu entre les deux. Et est-ce que vous avez changé quelque chose dans votre manière de travailler par rapport à vos débuts? Comme j'ai dit, mes journées sont plus structurées, c'est surtout ça. Et puis l'autre principale différence, c'est le fait d'encadrer des thèses et donc de travailler avec des plus jeunes. C'est-à-dire que souvent maintenant, quand un problème m'intéresse, au lieu de forcément me dire que je vais essayer d'y travailler toute seule, je me dis je vais essayer de donner une partie du problème à un étudiant en thèse. Et j'aime bien en fait cette manière de faire. Ça permet d'être un peu moins dans la solitude. Et puis c'est assez stimulant de travailler avec des tout jeunes. Je dirais que c'est les deux principales différences. Bon après il y a plus de tâches administratives à effectuer, ça c'est sûr. Donc c'est vrai que justement cet échange, ça peut permettre aussi de penser à des choses auxquelles on n'aurait peut-être pas pensé. Et oui, les tâches administratives, c'est peut-être pas la plus drôle par contre. Et du coup, quels sont vos projets pour le futur et quels sont vos rêves? Alors j'ai plusieurs idées de théorèmes mathématiques que j'ai envie de démontrer. Juste pour dire très très brièvement, en fait, je m'intéresse toujours à des questions de propagation des ondes et de savoir comment la géométrie de l'espace va influencer la propagation des ondes. Et actuellement, je travaille sur des géométries aléatoires, donc engendrées aléatoirement, et savoir comment les ondes se propagent sur ces formes aléatoires. Et donc j'ai quelques idées de théorèmes, mais dont certains, à mon avis, vont prendre encore quelques années à démontrer. Sinon, une grande nouveauté dans ma vie, c'est que j'ai appris il y a pas très longtemps que j'allais devenir professeur au Collège de France, donc je ne vais plus enseigner à l'Université de Strasbourg. Je vais aller à Paris régulièrement à partir de l'année prochaine pour faire un cours au Collège de France. Donc c'est un cours un peu particulier, parce que c'est un cours centré vraiment sur la recherche actuelle, mais que tout le monde en fait peut venir écouter. C'est un cours ouvert à tous. D'après ce que je comprends, une chose qui est attendue quand on est professeur au Collège de France, c'est un petit peu d'être ambassadeur de son domaine. Je pense qu'une de mes tâches, c'est aussi de répondre aux questions des journalistes quand ils veulent avoir un mathématicien sous la main, de donner une certaine image de mon domaine. Et ça, je pense qu'en fait, c'est, comme je disais tout à l'heure, que ça me pèse parfois que les gens disent qu'ils ne comprennent rien en mathématiques. Je me dis que ça peut être l'occasion d'essayer de faire progresser ça. Comme je suis un peu timide, voilà, je sais pas dans quelle mesure j'y arriverai, mais ça m'intéresse en tout cas. Donc un de mes rêves, ça serait de contribuer un petit peu à améliorer l'image des mathématiques. Sinon, parmi les projets non mathématiques, c'est un projet un peu marginal par rapport à mes autres projets, mais depuis assez longtemps, j'ai dans l'idée d'essayer d'écrire un livre pour les enfants pour expliquer la naissance des équations de Kepler et de Newton. J'ai mis assez longtemps, mais j'ai enfin écrit un texte et maintenant avec un ami dessinateur, j'essaye de le convaincre de faire les illustrations.
Donc on va voir ce que ça donne. Ah, c'est des projets très différents, mais c'est vrai que oui, j'avais pas pensé à un livre pour enfants. Ça va peut-être être pas facile en tout cas. Non, c'est difficile et en fait pour les enfants, il existe beaucoup de documentaires scientifiques qui sont très bien faits mais qui font pas beaucoup rêver, qui donnent des faits scientifiques et puis qui parfois je trouve répondent à des questions que les enfants ne se posent pas. Comme en fait, je trouve que toute cette histoire de la découverte déjà du système héliocentrique par rapport au système géocentrique, c'est une histoire en fait assez fascinante et quand on se plonge dedans, ça fait assez vite rêver. Et puis c'est vraiment des questions que les enfants se posent. Pourquoi la Lune reste toujours au même endroit dans le ciel? Pourquoi elle reste accrochée dans le ciel? Enfin, moi, en ayant des enfants, j'ai vu que le ciel, en fait, c'est quelque chose sur lequel les enfants se posent beaucoup de questions. Et je trouvais que j'avais un peu envie de faire un livre là-dessus, mais qui soit pas tout à fait documentaire, où il y a un petit peu un aspect de rêverie. Donc, voilà. D'accord. N'est-ce pas un petit peu fiction, vous voulez dire, ou... Non, mais plutôt que par exemple que les illustrations soient des illustrations faites par un artiste. Pas souvent dans les documentaires pour enfants, il y a des illustrations très simples et plutôt rigolotes. Je voulais pas ce style, par exemple. Et je voulais pas non plus qu'on donne trop d'informations, et qu'en particulier, on donnait des informations à des questions qu'un enfant de 6 ans ne se pose pas, du style, bon, là, par exemple, la masse du soleil, on peut la donner, mais un enfant de 6 ans, il se demande pas combien pèse le soleil, il se demande plutôt, il se demande pourquoi il y a le jour et la nuit, des choses comme ça. Enfin... Oui, des choses qu'on peut peut-être plus observer justement dans la plus basées sur l'observation. Oui. D'accord, je comprends. Et aussi faire comprendre l'idée. Enfin, moi, je sais pas si ce projet va un jour aboutir, mais aussi faire comprendre que ce qu'on dit maintenant aux enfants comme étant des vérités évidentes, ça n'a pas toujours été le cas. En fait, il y a eu pendant longtemps, on a pensé que la Terre était fixe et que tout tournait autour. Il y a eu beaucoup de conceptions du monde erronées et que ça a pris vraiment longtemps et beaucoup de travaux scientifiques pour arriver à ce qu'on apprend maintenant. C'est vrai, ça peut leur donner envie de justement faire des recherches peut-être sur des questions auxquelles on n'a pas encore la réponse aujourd'hui. Alors maintenant, j'aimerais bien revenir sur un point. Donc vous nous avez dit que vous faites partie de l'Académie des sciences, et j'ai pu aussi voir que vous aviez reçu plusieurs prix en mathématiques, dont le prix Henri Poincaré. Est-ce que vous avez été surprise de ces nominations, ou est-ce que vous vous y attendiez? Ça dépend des prix. En fait, le premier prix que j'ai eu, c'était un prix assez modeste, et puis c'était un moment où j'avais passé 2 ans à démontrer ce premier théorème dont j'étais très fière, donc j'étais contente d'être récompensée. Après, j'étais un peu étonnée quand même parce que je savais pas qu'il y avait ce système de prix, mais bon, voilà. Puis c'était un prix de portée un petit peu modeste, donc là, j'étais contente. Après, c'est vrai qu'il y a eu plusieurs prix beaucoup plus prestigieux et à chaque fois, ça me met un petit peu mal à l'aise puisque je me dis, finalement, il y a d'autres gens qui l'auraient mérité tout autant que moi. Pourquoi est-ce qu'ils m'ont choisi? Souvent, je suis assez surprise. Après, je me dis, faut peut-être le prendre comme un encouragement à donner le meilleur de moi-même. Bon. Oui, c'est vrai que c'est pas forcément une finalité, je pense, d'avoir un prix. C'est peut-être parce que c'est pas la fin de quelque chose. C'est peut-être aussi le début. Et justement, vous dites que des fois, vous ne savez pas pourquoi d'autres personnes ne l'ont pas eu, mais est-ce que vous savez pourquoi vous pensez que vous en avez eu ces prix ou par rapport à d'autres personnes? Ce qui vous a différencié peut-être, je ne sais pas. Disons que certaines fois, on se dit, là vraiment, oui, effectivement, la qualité de mes travaux a justifié le fait d'avoir ce prix telle année. Et puis après, dans les années suivantes, parfois on a un peu l'impression que les jurys des prix se basent sur le fait qu'on a déjà eu un prix l'année précédente pour se dire si elle a déjà eu un prix l'année précédente, c'est que ce qu'elle fait c'est très bien, donc on va lui accorder de nouveau un prix. Enfin, on a l'impression qu'une fois qu'on a eu un prix, les jurys des prix suivants nous accordent plus facilement le prix. Donc voilà, parfois on a un peu cette impression que certains prix sont pas forcément mérités, mais sont juste une conséquence du prix précédent. Donc en fait, le premier prix, c'est peut-être le plus important à avoir, parce qu'après, les gens, ils peuvent... Ils pensent plus facilement à nous, disons. Voilà, on est dans une liste et ils pensent plus facilement à nous. Donc vaut mieux être dans la bonne liste. Et justement, qu'est-ce que ces prix vous ont apporté? Qu'est-ce que ça a changé dans votre carrière ou dans votre vie? En fait, déjà, ils m'ont apporté quand même de la confiance en moi. Et puis aussi le fait que les collègues m'ont plus fait confiance. Peut-être même des fois je me dis de manière exagérée, puisque au contraire maintenant peut-être des fois je me dis ils me font trop confiance. Si je dis qu'un problème est intéressant, ils le trouvent automatiquement intéressant. Enfin bon, puis c'est
En fait, quand on est chercheur, on n'a pas si souvent de ça des occasions d'avoir des retours positifs sur ses travaux. Et en fait, le fait d'en avoir, c'est vraiment un encouragement. Ça veut dire que le fait de savoir que ce qu'on a fait est apprécié, ça donne envie de continuer. Et je trouve qu'en fait, beaucoup de collègues mériteraient aussi de recevoir plus souvent des encouragements. Finalement, on dit pas tant que ça aux chercheurs que ce qu'ils font, c'est bien. Et puis enfin, ça m'a donné de la liberté de savoir que je peux choisir mes futurs thèmes de recherche et que ça va pas forcément être systématiquement remis en cause par d'autres personnes. Les gens vont plutôt avoir tendance à me faire confiance. D'accord. Donc vous direz que la chose la plus importante que ça vous a apporté, c'est vraiment justement la confiance. Oui. Par rapport à vous-même et par rapport aux autres. Alors maintenant, j'aimerais parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur, la place des femmes en mathématiques. Donc pour commencer, j'aimerais que vous nous dressiez un état des lieux de la situation des femmes en mathématiques. Donc comme vous avez peut-être pu le constater, il y a très peu de femmes parmi les professeurs et chercheurs en mathématiques. J'ai pas vérifié les chiffres, mais ça tourne aux alentours de 10%. Je pensais un peu moins en maths pure et un peu plus en maths appliquée. Et en plus, la proportion de femmes diminue au fur et à mesure qu'on gravit les échelons dans la hiérarchie. Je sais pas si vous savez, mais en France, il y a d'abord, on est d'abord maître de conférence, puis professeur. C'est à peu près le même travail, sauf que quand on est professeur, on a plus de responsabilités d'ordre administratif et de politique scientifique. Mais donc voilà, le nombre de femmes diminue plus on s'élève dans la hiérarchie. Donc le constat est pas très bon, malheureusement. Et quand on regarde par exemple les concours d'entrée dans les grandes écoles, à un moment, dans les années 90-95, on avait l'impression que la part des femmes augmentait, et puis finalement, c'est pas le cas. Il y a même eu certaines années où dans mon école, donc l'école normale supérieure, il y a eu aucune fille qui était admise en mathématiques. C'est vrai que les chiffres sont vraiment très bas. Et donc là, actuellement, par exemple, en mathématiques, on est seulement 2 femmes professeurs. Oui, c'est vrai. À Strasbourg. Une en statistique et puis moi en mathématiques fondamentales. D'accord. Et est-ce que vous pensez que justement que d'être une femme a été un désavantage dans votre parcours? Alors moi j'ai vraiment pas eu du tout l'impression que c'était un désavantage. Je me suis pas beaucoup posé de questions en fait là-dessus. Enfin, ça m'a pas trop dérangé en fait d'être dans des promotions d'étudiants où on était très peu de filles. C'est bon. Peut-être je suis quelqu'un qui se pose pas beaucoup de questions, mais en tout cas je me suis pas remise en question à cause de ça. Alors je sais que certaines collègues m'ont dit qu'elles avaient trouvé ça difficile d'arriver dans des promos très masculines. Moi j'avais surtout envie de faire des sciences et de donner le meilleur de moi-même, et donc je me suis pas moi-même dévalorisée en me disant que j'étais une des seules filles, et je me suis jamais dit que parce que j'étais une fille, je faisais pas des mathématiques de la même manière que les garçons, ou que j'avais pas ma place. Par contre, ce qui est d'un point de vue, disons, un peu plus matériel, je pense que ça s'est amélioré, mais quand j'étais en classe préparatoire, dans beaucoup de classes préparatoires parisiennes, il y avait un internat pour les garçons et pas pour les filles. Donc c'était une énorme différence, puisque pour les filles, il fallait que les parents ils payent une chambre quelque part dans Paris, et qui était beaucoup plus cher qu'une place à l'internat. Et puis par ailleurs, le fait d'être à l'internat, ça permettait de travailler par groupe facilement le soir, alors que les filles rentraient chacune dans sa chambre le soir, et ça facilitait pas le travail en groupe. Donc ça, c'était quand même un point matériel assez frappant. D'accord. Donc pour vous, ça n'a pas été tellement un désavantage, mais vous parliez des autres personnes. Qu'est-ce que vous pensez qui est vraiment un frein pour les femmes justement à aller vers les mathématiques? Déjà, une question d'image du mathématicien. Enfin, quand on imagine un mathématicien, je pense qu'on imagine un homme. Hein. Une femme va pas, sauf si, comme dans mon cas, elle a vu des mathématiciennes, elle va pas se dire naturellement qu'elle veut faire des maths plus tard. Ou alors, souvent, professeur de mathématiques. Je me souviens que les filles de ma classe au lycée qui étaient très bonnes en maths, elles disaient qu'elles voulaient être professeurs de mathématiques. Elles disaient pas qu'elles voulaient être ingénieures ou chercheurs. Mais je pense aussi que vraiment un aspect très important, c'est le message que les parents envoient aux enfants. Et moi, je me souviens qu'au lycée, une de mes camarades m'a dit qu'elle était vraiment énervée parce que
quand elle avait 12 de moyenne en maths, ses parents lui disaient bah c'est bien, tu t'en sors bien, et alors que son frère qui avait 14, les parents disaient bah il faudrait que tu fasses mieux si tu veux plus tard faire des bonnes études. Et elle trouvait ça vraiment injuste en fait, même si elle voulait pas faire des sciences plus tard, elle comprenait pas pourquoi ses parents n'avaient pas les mêmes exigences en fait envers les deux. Et puis voilà, et donc souvent les parents encouragent moins les filles vers les métiers scientifiques parce qu'ils s'imaginent eux-mêmes n'ont pas une image d'une femme scientifique, et donc ça veut dire que si une fille veut faire un métier scientifique, dans certaines familles elle va devoir un peu s'affirmer face à ses parents et dire que elle veut faire ça, qu'elle veut éventuellement même aller faire des études dans une autre ville. Et je pense que aussi c'est plus dur pour les parents d'envoyer une fille étudier dans une autre ville qu'un garçon, parce qu'on s'inquiète plus peut-être pour sa sécurité, pour son bien-être et des choses comme ça, quoi. Oui, c'est vrai qu'on remarque que les filles, quand elles sont en mathématiques, elles s'orientent beaucoup vers du coup les concours de l'enseignement. Mais c'est peut-être qu'aussi c'est lié au fait que comme elles ont peut-être plus eu de profs femmes au collège ou au lycée, elles se projettent plus dans ce genre de métier. Et c'est vrai dans les autres métiers mathématiques, on voit moins de femmes, il y a moins de femmes qui montrent que ce métier est possible d'une certaine manière. Donc, selon vous, comment ce manque de représentation des femmes ça peut influencer? Ah bah, je peux donner une anecdote vraiment très concrète, c'est que une fois, quand ma fille était malade, quand elle avait 5 ans, j'ai dû l'emmener au laboratoire. Parce qu'elle était un petit peu malade, pas très malade, mais elle pouvait pas aller en classe. Et la première chose qu'elle m'a dite, enfin, elle est très observatrice, mais la première chose qu'elle m'a dite, j'ai dû l'amener écouter un exposé de mathématiques. Elle m'a dit, mais maman, t'es la seule femme dans cette salle. Et après, elle m'a dit, mais moi, en fait, plus tard, je veux pas faire ça, je veux faire un métier où il y a à la fois des hommes et des femmes. Donc, je pense que ça peut quand même repousser les femmes, l'idée d'être dans un milieu très masculin. Ce qui est dommage, parce que franchement, c'est vraiment des bons métiers où on gagne quand même assez bien sa vie, où on a des horaires de travail assez souples. Moi, je trouve vraiment que on a une grande souplesse d'organisation, et pour la vie familiale, c'est plutôt quand même des bons métiers, à mon avis. Enfin, c'est la manière dont je ressens les choses. Et par ailleurs, pour les mathématiques elles-mêmes aussi, c'est dommage de pas avoir une plus grande diversité chez les personnes qui font des mathématiques, parce que comme on a dit tout à l'heure, les mathématiques, elles interviennent maintenant partout, que ça soit juste pour des recherches abstraites ou pour des applications pratiques, et dans des domaines très variés. Donc on a besoin vraiment aussi d'avoir des points de vue très variés. On peut plus maintenant, les mathématiques, elles sont tellement présentes dans la société qu'on peut plus se permettre d'avoir uniquement une catégorie, un certain type de personnes qui fait des mathématiques. On a besoin d'avoir des points de vue variés. C'est vrai que l'environnement joue beaucoup aussi, je pense, parce que il y a une étude qui avait été faite, une étude de sociologie, qui montrait que la plupart des femmes qui justement arrivaient à aller dans les métiers scientifiques ou d'ingénieurs avaient plutôt soit des parents ou des mères qui travaillaient déjà dans le milieu. Donc l'environnement a vraiment, je pense, une réelle influence là-dessus. Bah aussi, c'était peut-être dans la même étude, mais justement dans les familles de scientifiques ou de professeurs, justement il y a moins de différence entre le message donné aux fils et aux filles. Les enfants sont plus encouragés d'une manière générale à travailler, mais indépendamment de savoir si c'est un garçon ou une fille. Ouais, c'est vrai. Ouais. Et vous, est-ce que vous vous estimez justement privilégié pour en être arrivé là, ou pas? Disons qu'actuellement on parle beaucoup de situations par exemple de harcèlement ou de discrimination, et on entend vraiment beaucoup d'histoires de femmes qui ont eu des expériences vraiment assez horribles. Et moi je m'estime peut-être privilégiée parce que justement j'ai eu que des bonnes expériences, j'ai l'impression d'avoir fait que des bonnes rencontres. J'ai rencontré que des personnes très respectueuses, et j'ai jamais eu l'impression qu'on me faisait des remarques négatives sur le fait d'être une femme. Alors peut-être que je ferme mes oreilles au moment où il faut, je sais pas. Mais je me dis aussi que peut-être que selon ce que nos parents nous ont transmis dans nos premières années, on va avoir peut-être une meilleure intuition des personnes à éviter, ou des relations toxiques, essayer de couper court aux relations un peu toxiques, alors que d'autres personnes, au contraire, on a l'impression, on se retrouve très facilement prise dans des situations toxiques dont elles n'arrivent plus à sortir. Donc peut-être en ce sens, je me dis, quand j'entends tout ce qui sort actuellement sur les relations entre les hommes et les femmes, je me dis que j'ai probablement été privilégiée, mais sans savoir exactement pourquoi. Oui, c'est vrai qu'en effet, beaucoup de gens, beaucoup de femmes surtout,
sont victimes de harcèlement, mais c'est vrai que après c'est pas forcément toujours dans tous les cas, donc vous avez sûrement eu de la chance à ce niveau-là. Est-ce que vous remarquez une différence entre les étudiants hommes et femmes? Oui, un petit peu. Enfin, déjà, en mathématiques, on envoie souvent les étudiants au tableau pour écrire une solution au tableau, une solution d'un exercice. Et j'ai eu quand même de temps en temps des étudiantes, enfin c'était vraiment tout le temps des femmes, qui me disaient que vraiment ça leur coûterait beaucoup trop de passer au tableau. Enfin, elles étaient trop intimidées et elles se voyaient pas du tout se tenir debout devant la classe. Et bon, j'ai essayé d'insister, mais bon, je voyais que ça les rendrait vraiment malheureuses de passer au tableau, donc bon, j'ai laissé tomber. Alors que chez les garçons, j'ai jamais eu ça, et en général, ils passent assez volontiers au tableau, même quand ils n'ont pas trouvé la solution. Chez certains, j'ai l'impression que c'est parce qu'ils aiment bien être devant la classe, et puis chez d'autres, c'est parce qu'ils se disent que ça va rendre service, qu'il y ait quelqu'un qui essaye de résoudre l'exercice devant les autres. Enfin, en tout cas, le fait de ne pas avoir trouvé, ça les bloque pas, alors que les femmes, déjà quand elles n'ont pas trouvé, souvent elles veulent pas trop passer au tableau, mais même parfois quand elles ont trouvé, j'ai eu quelques rares exemples, vraiment de gens qui refusaient catégoriquement. Et après, une autre chose qu'on dit souvent, et je pense c'est vrai, c'est dans les réponses aux examens. Souvent, on constate que les étudiantes, elles n'écrivent la réponse que si elles sont sûres d'elles et qu'elles ont une réponse complète. Alors que les garçons, même s'ils ne savent presque rien à la question, ils écrivent un petit peu quelque chose en se disant que le prof va quand même bien mettre au moins un demi-point, et que en additionnant tous ces demi-points à faire avec des petits bouts de réponse qui veulent rien dire, ça va peut-être finir par faire un point à la fin. Enfin, et ça, je pense que et je constate aussi un petit peu des différences même entre les collègues, les chercheurs et les chercheuses. Enfin, ce que j'ai constaté, j'ai mis du temps à me le dire, et le fait de me l'être dit, ça m'a un petit peu aidé. C'est que souvent les chercheurs, donc les hommes, quand ils disent qu'ils savent démontrer un théorème, ça veut pas forcément dire du tout qu'ils ont rédigé la démonstration et qu'ils sont complètement sûrs de savoir le faire. Souvent, ça veut dire juste qu'ils pensent qu'ils seront capables de démontrer, et même si on essaie de remettre en doute ou de leur demander s'ils peuvent argumenter un peu plus, ils se contentent de dire que oui, ils savent démontrer le théorème, et parfois ça veut vraiment juste dire qu'ils pensent qu'ils sauraient démontrer le théorème, alors qu'au contraire, les femmes vont plutôt dire je crois que je sais démontrer le théorème, alors qu'en fait elles l'ont déjà démontré. C'est pas la même manière de s'exprimer. Elles prennent beaucoup plus de précautions, elles vont pas dire qu'elles sont sûres de quelque chose à moins d'en être vraiment 100% sûres. Et en fait, si on le sait pas, parfois on se laisse un petit peu désarçonner par des collègues qui affirment des choses comme si c'était une certitude alors que ça n'en est pas. Enfin. Donc en fait, vous relevez surtout peut-être un manque de confiance de la part des femmes. Oui, et une plus grande prudence, oui. Et du coup, vous parliez donc du coup de la différence entre hommes et femmes dans les métiers de chercheurs. Est-ce que vous remarquez des différences dans la manière de mener leur carrière entre hommes et femmes? Disons qu'il y a un point qui est vraiment très important, c'est la question. C'est quand on est en couple, c'est savoir qui suit l'autre quand il faut déménager. Je pense que ça probablement un peu dans tous les métiers, mais quand un homme doit changer de ville par exemple pour obtenir un meilleur poste, c'est évident pour tout le monde qu'il va le faire, et que sa femme va s'adapter, soit elle va rester dans sa ville d'origine avec les enfants, mais que du coup c'est elle qui aura la charge de s'occuper des enfants au quotidien, ou soit elle va essayer elle-même de trouver un autre poste pour pouvoir suivre son mari. Alors que quand une femme doit déménager pour trouver un meilleur poste, personne n'imagine que son mari va changer de travail pour la suivre. Et en fait, dans les carrières d'universitaires, souvent on doit changer d'université, changer de ville, et en fait, bon, vraiment, j'ai énormément d'exemples de collègues femmes qui ne demandent pas des promotions parce qu'elles savent que si elles devaient changer de ville pour avoir cette promotion, elles n'envisageraient pas que leur mari change de métier pour les suivre. Alors que dans l'autre sens, ça se fait très facilement. Enfin, en tout cas, les gens se posent beaucoup moins la question. Oui, donc c'est vrai qu'en mathématiques, on a un peu les mêmes problématiques que dans les autres métiers, oui. En fait. Et quelles seraient les solutions pour avoir plus de femmes en mathématiques? On n'a pas vraiment trouvé énormément de solutions. Alors, il y a des associations qui essayent de réfléchir à ça, Femmes et Maths, Femmes et Sciences.
Souvent, une des principales actions de ces associations, c'est d'une part d'essayer de demander à des femmes de donner des exposés scientifiques devant des lycéennes ou des lycéens et des lycéennes, pour juste pour montrer qu'il y a des femmes scientifiques et qu'elles aiment ce qu'elles font, qu'elles sont heureuses de le faire. De plus en plus aussi, ces associations organisent des ateliers où, par exemple, nous là au département de mathématiques, ça s'appelle, je crois que ça s'appelle Journée des jeunes mathématiciennes, où on invite des lycéennes en fait à venir au département de maths. Elles écoutent quelques exposés de mathématiques, et puis après elles rencontrent aussi font une espèce de speed meeting avec des chercheuses. Ou même pas forcément des chercheuses, ça peut être des métiers plus variés, des ingénieurs de recherche, et pour se faire une idée un peu plus concrète des métiers. Donc on essaye de faire des choses comme ça, mais c'est pas clair que ça ait une répercussion directe, puisqu'on ne voit pas une augmentation notable des femmes mathématiciennes. Je pense vraiment que il y aurait vraiment quelque chose à faire pour sur le message que font passer à la fois les parents et les professeurs dans les petits niveaux, en particulier au collège. Oui, c'est vrai. C'est vrai que c'est toujours compliqué de trouver des solutions parce que le problème, il est pas simple, en fait. Il dépend tellement de paramètres, de choses différentes que c'est dur d'identifier justement vraiment la cause du problème. Parce que je pense qu'il y a pas qu'une cause, je pense qu'il y en a plusieurs. Du coup, je pense que déjà, c'est vrai que montrer que c'est possible, je pense que c'est déjà un bon début. Mais après, peut-être qu'aussi on l'observera plutôt au fur et à mesure des années aussi. Donc c'est dur. Bah, ce qu'il y a, c'est que moi, quand je suis rentrée à l'école normale supérieure, on était 6 filles sur 40, et c'était considéré comme un chiffre exceptionnel, et la directrice des études, elle était très contente, et elle pensait vraiment que c'était le début d'une nouvelle ère, et que ce chiffre allait augmenter. Et ça, c'était en 1994, et depuis, le chiffre, il est au contraire redescendu à 0, donc ou presque proche de 0. Ça s'améliore pas énormément. Et par ailleurs, j'ai l'impression que là, dans la société actuelle, au contraire, il y a de plus en plus de différenciation entre les filles et les garçons. Enfin, par exemple, au rayon jouets, il y a maintenant un rayon filles et un rayon garçons, alors que il y a donc des Playmobil avec une boîte rose, des Playmobil avec une boîte bleue, alors que c'était pas comme ça avant. Il y avait une seule sorte de boîte de Playmobil avant, et les gens choisissaient ce qui leur plaisait. Donc, au contraire, on a l'impression que pour certaines choses, il y a une séparation qui est de plus en plus grande. Et alors certaines personnes disent finalement, si les filles n'ont pas envie de faire des maths, c'est pas grave, pourquoi les forcer, elles font autre chose. Mais le problème, c'est que quand même, si on regarde en moyenne, les filles font des métiers moins bien payés que les garçons à la fin, donc c'est quand même un problème. Et d'ailleurs, dans les quelques pays où les métiers de chercheurs sont pas très reconnus, il y a beaucoup plus de femmes chercheuses. Oui, c'est intéressant à noter, ça. Ouais. Peut-être que, je sais pas, peut-être qu'elle pense qu'elle mérite pas un si bon salaire, je sais pas. C'est vrai que c'est quand même. Et puis aussi peut-être l'idée, en France en particulier, les mathématiques sont quand même beaucoup associées à la compétition, puisque c'est toujours, on dit toujours, pour faire les meilleures études, il faut de toute façon faire des mathématiques. Enfin, je sais pas si on dit encore ça, mais moi quand j'étais au lycée, on disait, si on fait des mathématiques, si on est bon en mathématiques, on pourra faire les meilleures études dans n'importe quel domaine. Et donc il y avait une idée il y a une espèce de compétition autour des mathématiques juste pour accéder aux meilleures études. Et le fait de savoir que c'est compétitif, je pense, ça décourage un certain nombre de filles parce qu'elles n'ont pas forcément envie de se lancer dans une compétition. C'est vrai que les sciences sont toujours un peu perçues comme le moyen de pouvoir faire tout ce qu'on veut en orientation. Donc forcément, ça joue un peu parce que il y a beaucoup de concours qui sont basés où dans beaucoup de concours quand même il y a des mathématiques, on peut dire. Après, c'est vrai que c'est un peu utilisé comme un outil de sélection, on pourrait dire. Du coup, c'est peut-être pour ça aussi que ça peut décourager certaines personnes. Elles ont une vision peut-être trop juste de classement en fait, pour juste obtenir quelque chose. Oui, c'est ça. Déjà, ce qu'on fait au lycée, c'est pas très créatif en mathématiques. Et effectivement, c'est présenté comme un moyen d'avoir un classement et ensuite d'accéder aux études qu'on souhaite. Donc c'est pas, je peux comprendre aussi que ça soit pas très attirant de manière générale. C'est sûr. Et comment contribuez-vous personnellement à réduire l'écart entre les hommes et les femmes dans les mathématiques? Bon, on peut pas dire que je sois une très grande militante, mais bon, j'essaye de temps en temps, quand on me le demande, d'aller donner des exposés dans des lycées, dans l'espoir que justement ça montre à des jeunes filles qu'il existe des chercheuses. C'est essentiellement ce que je fais. D'accord, c'est déjà un bon point, je pense. Peut-être que ça a inspiré des personnes, on ne sait pas. Et pour finir, j'aimerais bien que vous partagiez quelques conseils à nos auditeurs. Déjà, est-ce que vous avez des conseils pour trouver sa voie ou son métier? C'est une question difficile parce que quand même, quand on veut choisir ses études et son métier, il y a quand même
il y a des questions matérielles qui sont impliquées, enfin en particulier savoir si les parents seront d'accord et seront capables de payer des longues études. Moi dans mon cas j'avais de la chance parce que je savais que ça serait possible, mais quand c'est pas possible, ça peut peser vraiment beaucoup sur le choix, donc je peux pas trop me prononcer là-dessus. Après du coup j'ai plutôt envie de retourner la question. En fait moi maintenant en tant que parent, pour mes enfants en fait j'aimerais bien qu'ils choisissent vraiment ce qui leur plaît et qui me fassent part de leurs interrogations quand ils en ont, mais que ils ne choisissent pas quelque chose en ayant l'impression que c'est pour nous faire plaisir. Voilà, c'est ça dont j'aurais envie en tant que parent. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'enfants qui un peu vivent le rêve que leurs parents n'ont pas vécu, par exemple, ou essayent de deviner ce que voudraient leurs parents, et même si alors bon, il y a certaines familles où les parents disent vraiment le métier qu'ils souhaitent, mais même quand ils ne le disent pas, souvent les enfants essayent un peu de se mettre dans la tête de leurs parents et de deviner ce qui leur ferait plaisir, et je pense qu'il faut pas trop faire ça, et en tant que parent, j'ai envie que mes enfants se sentent libres de choisir ce qu'ils veulent. Est-ce qu'il y a des personnes qui vous ont marqué ou aidé pendant votre parcours? Il y a quelques mathématiciens qui ont été des figures marquantes. C'est des mathématiciens connus. Après, peut-être pour les auditeurs, leur nom dira rien, mais il s'agit de Peter Sarnak et Yves Colin de Verdière, principalement. Aussi mon directeur de thèse, François Le Drapier, enfin, qui sont des gens qui étaient très ouverts. Et ce que j'ai apprécié chez eux, c'est que justement, ils m'ont encouragé à continuer mes projets, même quand ça pataugeait, et ils ont passé du temps à essayer de comprendre mes projets et à m'encourager. C'est des gens qui m'ont beaucoup inspiré. Après, en réfléchissant aussi un petit peu à l'interview, je me suis dit qu'il fallait quand même vraiment que je mentionne ma mère. C'est vraiment quelqu'un d'extraordinaire, je trouve, et elle est mathématicienne, et je suis pas directement ses travaux, mais c'est clair que son exemple m'a beaucoup guidée. Et justement, est-ce que vous avez un conseil, par exemple, le meilleur conseil qu'on vous aurait donné? Le meilleur, ça je sais pas, mais en tout cas, je peux donner un conseil que ma mère m'a donné quand je passais les examens des concours, c'est de pas abandonner en cours de route. Souvent, quand on a l'impression d'avoir raté une épreuve, on entend en plus d'autres candidats qui disent qu'ils ont très bien réussi, qui donnent leurs solutions, et nous on n'a pas trouvé pareil, donc on se dit qu'on a raté, que c'est peut-être pas la peine de continuer. Elle m'a dit, mais non, tu dois faire toutes les épreuves, et puis tu verras bien à la fin, il se peut que t'en aies raté une, mais que les autres compensent, ou il se peut très bien que les gens qui te disent qu'ils ont trouvé la bonne solution se trompent, et en fait, elle avait raison en plus sur ce cas précis. Et donc voilà, j'ai trouvé que c'était vraiment un bon conseil. Il faut ne pas abandonner, ne pas abandonner trop facilement, je dirais. D'accord. Est-ce qu'il y a un autre conseil que vous souhaiteriez donner? Et je dirais qu'un autre conseil aussi, c'est qu'il faut pas avoir peur de dire qu'on ne sait pas quelque chose, en particulier quand on est étudiant. Après, je sais, les professeurs acceptent plus ou moins qu'on pose ce genre de questions, mais en principe, il faut pas avoir peur de reconnaître qu'on ne sait pas quelque chose, et souvent c'est le fait d'admettre qu'on est ignorant et d'en avoir un peu honte, ça peut servir de tremplin, justement pour apprendre des choses qu'on ne connaît pas, et pour devenir chercheur par exemple. D'accord, merci beaucoup pour tous ces conseils. Maintenant, je vais vous poser la question du podcast. Quel est votre premier souvenir mathématique? Je vais avoir du mal à en isoler un, parce que, comme j'ai dit, dans mon enfance, ils ont baigné dans une ambiance où il y avait quand même des mathématiques un peu partout, mais donc je vais avoir du mal à isoler un premier souvenir. Je vais peut-être quand même, pour rassurer les auditeurs qui ont du mal avec les maths, j'ai des souvenirs de notions qui m'ont posé des difficultés, donc je peux peut-être les donner. J'ai eu vraiment du mal avec les multiplications à plusieurs chiffres. Et puis j'ai eu du mal aussi à comprendre la différence entre les droites et les segments. Ça, c'était en 6e. Donc pour rassurer les gens, on a le droit de ne pas tout comprendre du premier coup. Et puis j'ai aussi souvenir, c'était aussi au collège, un jour à la piscine, je réfléchissais à la forme de la piscine, là, qui est plus profonde d'un côté que de l'autre, et je me demandais en fait s'il existait une formule qui permettait, connaissant la longueur de la piscine et puis l'angle que forme le fond, qui permettait de savoir la différence entre la profondeur d'un côté et la profondeur de l'autre côté. Et je me disais je pensais qu'une telle formule n'existait peut-être pas, mais que ça serait vraiment merveilleux si ça existait, et je me demandais si dans les maths que je connaissais, il y avait une formule qui pouvait aider à calculer ça. Et en fait, c'est seulement plusieurs années plus tard que j'ai appris la fonction sinus et la fonction cosinus, et que j'ai compris que ça répondait à cette question, et j'étais vraiment vraiment contente, en fait,
parce que je me suis dit que je m'étais posé une bonne question et que la réponse n'était pas si simple que ça. C'est sûr, donc j'espère que tout ça rassurera un petit peu nos auditeurs sur les mathématiques. Donc merci beaucoup Madame Lantaraman pour cette interview. Merci beaucoup d'avoir écouté ce podcast jusqu'à la fin. J'espère que cette conversation avec Nalini Anantaraman vous a plu autant que moi. N'hésitez pas à laisser un commentaire et à vous abonner pour soutenir le podcast, cela fait toute la différence. Cet épisode est fini, mais d'autres épisodes sont prévus pour très bientôt. À très vite sur Parcours Mathématiques.